Alors en fait, je me suis dit 15 minutes, allons-y. Présentons ce livre Histoire minuscule des révolutions arabes, qui est sorti en fait cet été donc aux éditions Chevrefeuille et aux éditions Chihab, et donc qui rassemble, qui est dirigé par Wassila Tamzali, qui est une féministe connue, une féministe algérienne très connue. Elle est passée notamment au Québec il n'y a pas longtemps pour soutenir en fait des gens qui sont très très à cheval sur la laïcité. Et elle est connue depuis de nombreuses années en fait sur la scène internationale méditerranéenne pour son travail au sein d'institutions internationales comme l'UNESCO, ou encore dans beaucoup d'autres institutions qui ne sont pas forcément étatiques, et où elle travaille contre les violences faites aux femmes, les droits des femmes, contre les discriminations et les inégalités, et notamment aussi pour la laïcité, etc. Donc cet ouvrage-là rassemble une quarantaine de contributions d'auteurs qui viennent un peu d'horizons du pourtour méditerranéen plutôt, donc Algérie, Égypte, Syrie, Liban, Tunisie, Maroc, France, Italie. Des auteurs, des femmes, des hommes, des écrivains, des plasticiens, des cinéastes, des universitaires, des journalistes. Et donc il leur a été demandé d'écrire sur les révolutions arabes, du monde arabe. Alors je n'ai pas le temps de revenir sur pourquoi je mets des guillemets sur monde arabe, parce que d'abord l'aire géographique est énorme, elle est immense, et ensuite, comme on a pu le voir tous ces derniers mois, et maintenant au bout de presque une année et demie, les réalités et les sociétés sont différentes les unes des autres, les situations politiques sont différentes les unes des autres, mais n'empêche que ce terme monde arabe permet quand même d'unifier une certaine ère culturelle, pas forcément pour la langue arabe elle-même, mais pour certaines particularités sociétales, notamment patriarcales, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors, en voulant justement parcourir cet ouvrage, j'ai buté très vite sur le fait que, d'abord, ça essayait effectivement de traverser les différentes révolutions arabes dans les différents pays. Et en même temps, évidemment, ça s'appelle Histoire minuscule, donc il y a tout de suite effectivement le projet de ne pas s'intéresser à l'histoire grand H, parce qu'on ne peut pas, parce que c'est le présent, parce que ce qui est en train de se passer, entre le moment où on a commandé les contributions et le moment où le livre était édité, il s'en était passé des choses, et notamment des espoirs, déçus plus ou moins, etc. Donc on sent d'après effectivement le titre choisi, et il est justifié, l'éditrice le justifie elle-même, et il est justifié aussi par 2-3 contributions, le fait qu'on veut absolument rester modeste et mesurer ses paroles, et vraiment faire preuve d'une certaine prudence dans ce qu'on va raconter. Mais on essaye de raconter des fictions. Pas tout le temps, mais beaucoup. Donc on va essayer effectivement, tout au long de ces histoires-là, de faire des histoires de gens simples, de gens ordinaires, et aussi des histoires d'auteurs. C'est-à-dire les auteurs aussi peuvent se mettre en scène, nous parler d'eux-mêmes. Et au lieu de choisir de faire croire que l'histoire est en train de se faire, ils préfèrent faire des histoires avec ce qui est en train d'arriver, en posant des questions. Alors, des fois, ce sont des petites histoires qui se terminent par une lueur d'espoir, mais très souvent, ça se termine mal. Alors, très vite, j'ai voulu tout de suite rattacher cet ouvrage-là, et le questionnement qui est au centre même de ce livre-là, je vous montrerai tout à l'heure, une citation de Mohamed Dib. Alors, je suis partie tout de suite aller chercher les dinosaures. Mohamed Dib, en 1995, qui posait justement la question dans un ouvrage qui s'appelle La nuit sauvage, à propos justement de ce que vit l'Algérie, donc une guerre civile, etc., pendant une dizaine d'années. Donc en 1995, Mohamed Dib pose cette question-là. À quelle interrogation plus grave que celle de sa responsabilité un écrivain pourrait-il être confronté ? C'est mal poser la question, elle doit être retournée. Nous dirions mieux en nous demandant « Cela a-t-il un sens qu'on se répande en écrit et n'ait pas à en répondre ?» Pour les avoir écrits, ou tout bonnement pour avoir écrit. L'Occident aujourd'hui paraît s'être libéré de cette préoccupation, avoir disjoint les deux choses. Écriture romanesque, responsabilité morale. Doit-on et peut-on partager partout une telle position ? Je pense qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas. Je n'ai pas à le penser, cela se vérifie tous les jours, mais ailleurs qu'en Occident.
Alors ça, c'est une vieille question que Mohammed Dib avait déjà posée en 61 lorsqu'il écrit Qui se souvient de la mer et qu'il essaye d'écrire sur la guerre d'Algérie en 61, donc une guerre qui se termine, mais où il se pose des questions de comment je peux écrire la guerre d'Algérie après Auschwitz, après. Mais cette responsabilité-là et cette façon de choisir la façon de le dire, en prenant ses responsabilités, elle est posée dans ce livre-là, notamment par un cinéaste qui s'appelle Mehdi Benatia, qui fait un petit texte qui s'appelle Que faire et qui pose la question justement de savoir quel genre de film je vais faire aujourd'hui sur la Tunisie en regardant ce qui est en train de se passer. Et donc, très vite, il prend la référence tout de suite aussi à la guerre d'Algérie, Truffaut qui décide de ne pas faire de film, en fait il n'en fera jamais, sur la guerre d'Algérie, et qui dit « L'affaire est tellement claire en elle-même qu'il n'y a pas besoin de la commenter ». C'est-à-dire que si jamais c'est pour aller faire quelque chose ou raconter une histoire qui pose une dichotomie, ou en tout cas un champ bien établi entre les bons et les méchants, ce n'est pas la peine de se fatiguer pour faire un film. Alors c'est un petit peu ce que sent Benatia, et qui le fait dire qu'il faudrait peut-être, s'il y aurait un film à faire sur la Tunisie au moment où il se passe ces choses-là, et les élections sont arrivées juste après, mais il n'y avait pas encore les élections au moment où il écrit ce texte-là, il dit, donc Benatia propose d'aller plutôt chercher dans le néoréalisme, ce qu'il faudrait faire, s'il fallait faire un film là-dessus, il faudrait suivre un être avec amour dans toutes ses découvertes, toutes ses impressions. Oublier ce que l'on sait ou croit savoir, les préjugés, les préconceptions, ne pas chercher à en savoir plus que les personnages, les accompagner, caméra en main, dans leur découverte du réel. Et là, on aborderait, selon Benatia, l'événement de profil, sans être sûr de ce qu'on voit. On sera comme Fabrice Del Dongo, qui à Waterloo demandait à ses compagnons « Ceci est-il une véritable bataille ?» Et on prendra compte des choses en ne se demandant pas qu'est-ce que j'en pense, comment puis-je amener mon spectateur à penser la même chose que moi, mais comment agissent les personnages, comment les événements en cours modifient-ils leur existence. Alors voilà le questionnement qui est au cœur de ce livre-là, mais ce n'est pas tout. Donc en fait, ces histoires minuscules donc essayent d'avancer un petit peu en tâtonnant sur un présent, contrairement justement à des textes qui sont déjà en train de donner des leçons, donc 10 leçons sur le soulèvement démocratique arabe, 5 premières leçons, Gustave Massia, donc il y a énormément d'ouvrages, beaucoup d'ouvrages qui sont sortis pour dire que voilà ce qu'il faut retenir de ce qui se passe maintenant. Il y a des ouvrages au long cours, des études beaucoup plus qui sont menées depuis très longtemps, comme l'ouvrage de Samir Amin, qui va aller dans le long cours, regarder le monde arabe dans la longue durée, et là ça va être plus intéressant. Mais tout ça pour dire que cet ouvrage-là est assez particulier, puisque on est confronté justement à comment dire et que dire en ce moment, pendant que les choses sont en train de se faire. Alors avec la précaution qu'il faut. Alors en fait, cet ouvrage rassemble deux types de textes. Un premier type de texte, alors ils ont tous un point commun, ça serait le spectre de l'expérience algérienne, c'est-à-dire les 10 années de guerre civile algérienne sont là, les Algériens les ont vécues, et les Algériens ne bougent pas. Aujourd'hui, ils n'ont pas bougé, ou ils ont très peu bougé, ils ont essayé de se rassembler à la place du 1er mai à Alger, ça n'a pas donné grand-chose, pendant que tout le reste des pays était en train de faire des manifestations et rassembler des centaines de milliers de gens et renverser même des dictateurs. Donc premier spectre qui traverse un peu tous les textes, cette expérience algérienne. Deuxième chose qui traverse ces textes-là et sur laquelle je vais m'attarder plutôt, je ne peux pas faire les deux, c'est plutôt justement l'intérêt pour l'intime, pour soit le privé, soit le public, mais en tout cas pour la question du corps. Donc quasiment tous les textes sont traversés par la question de la rencontre du couple, de l'acte sexuel, de la sexualité, et en particulier de l'acte sexuel violent. Alors, je ne peux pas passer dessus, je pense, parce que je n'aurai pas le temps. Je pourrais vous le laisser feuilleter, mais vous pourrez l'acheter. Hein, c'est bien aussi.
Donc par contre, il y a 3 textes fort intéressants. Fort intéressants, ça ne veut pas dire qu'ils sont formidablement bien écrits, c'est pas ça du tout le sujet. Ce sont 3 textes qui vont montrer, en fait, l'acte sexuel pendant la Révolution, entre guillemets, pendant les événements. Donc par exemple, nous avons la délivrance, la danseuse de Wassini Al-A'raj, qui raconte l'histoire, en fait, c'est une femme qui va raconter sa vie, mais qui est une vie assez en accéléré, un événement qui lui arrive dans sa vie en accéléré, puisque c'est pendant les 18 jours qui permettent en fait à la place Tahrir de bouger et donc de faire tomber Moubarak. Et donc elle dit « J'ai pleuré les 840 victimes de la police parce que je me voyais en eux, mais surtout pleuré, l'enfant disparu en moi à jamais, j'ai un goût amer dont je ne peux m'échapper. Je n'ai pu écrire la révolution des 18 jours, mais j'ai écrit la mienne qui ne fait que commencer. » En fait, pendant que Moubarak est en train de tomber, elle se faisait harceler et poursuivre des assiduités de son mari. Elle se fait violer, et donc lorsque elle se fait violer, ensuite elle est répudiée, et donc elle va rejoindre justement les gens de la place Al-Tahrir, puisqu'elle est chassée de la maison. Donc ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, Le front de la haine dans les yeux du ciel de Rachid Benzine. Alors c'est un texte aussi qui raconte en fait, c'est une galerie de portraits en fait, donc c'est une prostituée, fille de prostituée, qui accueille ses clients pendant justement que la ville est en train est dans des manifestations. Et ses clients, donc, c'est une galerie, en fait, une véritable économie sexuelle qui est décrite. Donc, une mise en scène, elle a un client qui est gouverneur, et d'ailleurs qui va devoir fuir, et à qui, à un moment donné, elle va prêter de l'argent. Elle a un client qui est le chef d'un mouvement radical islamiste. Elle a un client aussi qui est un nouveau riche. Et elle a un client aussi qui est un journaliste étranger, un peu néocolonial, alors ils passent les uns après les autres, et donc elle les décrit. Et son amour, l'amour de sa vie, c'est un homosexuel, donc autant dire peut-être un amour un peu improbable. Et cet amoureux-là se fait assassiner par des hordes islamistes, alors qu'elle le cherche partout, puisque la ville est sans dessus-dessous, et ça se termine très mal, puisqu'elle se fait égorger par l'islamiste qui était son client, sur le corps de son amoureux homosexuel. Donc ça se termine comme ça. Et le dernier, la jeune femme de la place Tahrir. Alors c'est ce texte-là qui est justement au cœur du texte, du recueil, et qui, vous allez voir, est assez intéressant, parce que ça pose effectivement la question de quoi dire, jusqu'où le dire, justement quand il s'agit peut-être de nous. Comment est-ce que, puisque les caméras et les radios et Internet au niveau mondial parlent de nous, peut-être jusqu'où est-ce qu'on peut parler nous-mêmes de nous. Et donc, il s'agit d'un auteur qui s'appelle Antonio Karim Lanfranchi, qui a écrit un petit texte qui raconte en fait l'histoire d'un jeune homme qui travaille pour la police égyptienne et qui est dans les forces de l'ordre justement, qui sont là pour tabasser les gens qui sont à la place Tahrir, et donc qui se retrouve entraîné dans la foule, qui va violer une fille collectivement. Et donc ce texte-là, il est très court, il fait 4-5 pages. Et je vous donne justement l'ambiguïté qui est là, c'est qu'on comprend que la jeune fille est une jeune égyptienne, qui était une manifestante, mais on comprend aussi que c'est peut-être une étrangère. En tout cas, pour les deux raisons, de toute façon, elle est attirante et elle rend fou. Et c'est pour ça que ces hommes-là vont vers elle et vont abuser d'elle de façon collective. Alors, je vais juste vous donner juste une phrase qui montre effectivement le passage à l'acte. Les autres se sont approchés, l'excitation a commencé à monter. Elle n'avait plus le regard étroit, la belle sans lunettes avec ses cheveux d'étoile. Nous l'avons traînée vers le siège du Conseil des ministres. Nous l'avons touchée partout, c'était inévitable. Nous lui avons montré ainsi la distance qui nous séparait d'elle. Ce texte-là est accompagné de 2 lettres. Une lettre signée par l'éditrice Wassila Tamzali, qui dit à l'auteur « Cher Antonio,
Je reviens sur ton texte et essaye de t'expliquer pourquoi je pense qu'il serait bien que tu contextualises ton texte, qui trop nous absorbe par sa violence et pourrait donner à penser que tu es fasciné par cette violence. Il est important dans ce type de récit d'introduire un contre-champ pour affirmer le lieu de l'écriture et se désolidariser du personnage du récit. J'ai moi-même, avec mon texte, etc., elle montre comment elle a mis de la distance dans son texte. Et donc, Antonio Karim Lanfranchi répond que justement son personnage, et c'est vrai, si on travaille le texte, je ne peux pas le faire maintenant, c'était pas mon but non plus, mais je vais vous montrer qu'il y a vraiment des pistes pour aller travailler ce petit texte-là. Il y a une figure ambivalente dans ce texte-là, qui est très court, qui est très vif, bref, et dans lequel on voit effectivement une attirance, une répulsion, une fascination pour ce corps-là, et donc pour le passage à l'acte. Il répond je suis fondamentalement d'accord à Wassila Tamzali. Il lui dit mais je pense que l'ambivalence qui est représentée par le texte devrait être préservée. Je dirais même que le doute d'une fascination mal cachée dans les messages de certains médias égyptiens ne devrait pas être directement effacé. Alors il pense par exemple à quelqu'un, un journaliste, qu'il va citer, et il dit « Je comprends que pour le lecteur, cela doit être plus clairement mis dans le contexte d'une tentative littéraire de dévoilement de mécanismes psychologiques où l'empathie de l'auteur est laissée au doute, comme possible réaction involontaire de l'humain. C'est à partir de cette acceptation que peut commencer toute prise de conscience. Car il faut s'interroger également, hommes et femmes, sur l'égarement de l'identité masculine que l'apparition du viol collectif implique et sur le danger qui en dérive pour l'existence même de la société civile. » Et là, il propose, non pas que son texte soit modifié, mais que son texte apparaisse avec ces deux lettres-là. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? Parce qu'il me semble que dans le grand questionnement de comment est-ce qu'on écrit le présent, qui est en train de se faire, et peut-être l'histoire qui est en train de se faire, mais qu'on n'ose pas encore appeler histoire, il y a des tâtonnements, des questionnements, des précautions qui apparaissent en fait tout au long des textes qui ont été publiés, mais qui apparaissent là vraiment de façon très ouverte. Et en fait, ce qui est intéressant justement dans ce texte-là, qui est un texte qui a choqué, hein, elle le dit à la préface, qui a choqué justement Tamzali, c'est qu'il ne s'agit pas seulement, et vous avez dû voir les images sur YouTube, il ne s'agit pas seulement de la jeune femme, on a appelé ça la jeune femme au soutien-gorge bleu, vous avez dû voir ça. Donc cette jeune femme qui certainement est dans la manifestation sur la place Tahrir et qui est prise à partie en fait par les policiers et qui est tabassée et qui ensuite on s'acharne sur elle pour la déshabiller. Et donc les images ont fait le tour du monde et en Égypte on s'est beaucoup excité justement sur cette affaire-là. Je dis exprès ce terme excité parce que juste après ou peut-être de la même période, hein, donc en décembre 2011, il y a eu aussi cette affaire de la journaliste de France 3 qui était sur la place Tahrir et qui, 2-3 semaines après, hein, a témoigné en fait lorsqu'elle est rentrée pour dire qu'elle avait été violée, entourée dans la place justement par une trentaine d'hommes et elle s'était fait abuser, donc elle avait raconté comment la foule l'avait complètement prise à partie. Alors après, il y a eu plein de reportages effectivement sur ces événements-là, mais aussi sur la place Tahrir, des images qui reviennent aussi qu'on peut retrouver sur le web, sur des femmes qui sont violentées, touchées, abusées. Voilà, il y a juste les téléphones portables qui peuvent effectivement filmer ça. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, la grande question aujourd'hui de comment prendre ses responsabilités pour raconter ce qui se passe au présent, en tout cas dans ce qu'on va appeler ensemble aujourd'hui les pays arabes, c'est vraiment la question de la virilité, la question de la présence de la virilité et la question qui est complètement écartée, qui est écartée à peu près partout. Et le lien avec l'Algérie, c'est aussi celui-là, c'est-à-dire qu'en 1998, la revue Intersigne publie cet ouvrage-là, dirigé par Fethi Ben Slama et Nadia Tazi, dans lequel il y a 3-4 articles ou 5 articles très fouillés sur la virilité en islam et qui est une première, quasiment une première dans le traitement de cette question-là. La virilité comme acceptation et fondement même des sociétés, on va dire encore entre guillemets arabes. Et donc le problème principal, c'est justement de pouvoir parler de choses comme ça lorsque le mouvement majoritairement est un mouvement porteur d'espoir.
dedans, il y a quelque chose de mortifère qui est là, qui va justement susciter soit de la censure, soit des réactions pour commencer à nuancer ou à leur contextualiser ou à diminuer les choses. Et on pourrait retrouver en fait dans le petit texte justement de cet auteur-là, on pourrait retrouver différentes catégories que Nadia Tazi pose. Nadia Tazi qui donne un texte aussi ici qui s'appelle Béance. Et dans la béance, il y a tout. Il y a à la fois, effectivement, on a tout l'imaginaire sexuel pour le sexe féminin, mais on a aussi tout le vertige, finalement, de où vont mener, finalement, ces mouvements. Et Nadia Tazi, dans ce texte-là, qui s'appelle Le désert perpétuel, visage de la virilité au Maghreb, j'ai fini. C'est juste pour montrer que quand même on peut aller analyser ce texte-là, à l'aune justement des catégories de Nadia Tazi. Par exemple, en montrant que dans la virilité, il y a toujours quelque chose de public, quelque chose de pathétique, qu'il y a dedans un hybris masculin, qui a quelque chose qui verse en fait vers le mal, vers l'idée du mal. Et puis, c'est une pulsion dans laquelle il y a toujours quelque chose de l'humilié, la réaction de l'humilié. Voilà. Donc, je m'arrête là.